Bonjour à tous. Bonjour à tous. Écoutez, je suis Aurélien Rateau, je suis le co-directeur de Gap Science Animation 05 avec Marie Voilemot à mes côtés. Merci à tous d'être là ce soir. Merci à nos deux intervenantes et puis à Mathilde également de GSA 05 qui est aussi derrière son écran pour la logistique. Dernière donc conférence ce soir de notre cycle dédié à la crise écologique. Donc, vous vous rappelez, on a vu les mois précédents comment les différents secteurs d'activité en fait pouvaient générer la crise et puis appeler ou proposer des solutions. Ce soir, on va étudier avec nos deux intervenantes ce qui freine ou ce qui peut accélérer en fait l'adoption de ces solutions chez le public. Le format est un petit peu le même qu'il y a 2 semaines, à savoir que chaque intervenante va prendre la parole pendant une dizaine de minutes. Suite à chaque intervention, on vous laissera la parole pour les questions pendant une dizaine de minutes. Ensuite, deuxième intervention, deuxième session de questions, et puis à la fin, un échange un petit peu plus global. Pour les questions, vous pouvez les poser via le chat, donc moyennant une inscription sur le site Twitch, ou alors par mail à mathilde@gsa05.fr. Donc on va les recevoir par écrit et on les relaiera à l'oral auprès de nos intervenantes. Donc nos deux intervenantes ce soir, Anaïs Roxy, vous êtes sociologue à l'ADEME, l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Vous allez nous parler des freins et des leviers au passage à l'action, donc à l'action, transition. Diane Roubert, en entreprise, et vous allez nous présenter des expériences pratiques de nudge, ce que c'est pour qui sont mises en place pour inciter à adopter des comportements éco-responsables. Voilà un petit peu le déroulement de la soirée. Marie, je ne sais pas si tu veux compléter. Bon. Merci. Anaïs Roxy, on vous laisse la parole donc. Bonjour à tous. Alors, du coup, changement pour essayer de... Vous m'entendez bien? Pour essayer de comprendre donc comment arriver à passer des intentions à l'action. Et donc, quel type de démarche d'accompagnement au changement on peut arriver à mettre en place pour aider ce passage à l'action. Je vais vous donner quelques chiffres, quelques éléments de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui auprès de la société française, et puis ensuite quelques clés justement pour passer à l'action. On constate en effet que malgré une montée de la prise de conscience de l'urgence climatique, il reste une grande inertie dans les pratiques, et plus particulièrement dans les pratiques de mobilité. Donc je vais accentuer un peu mon propos aussi sur cette thématique-là, même si je sais qu'il y a déjà eu une conférence sur le sujet. Les résultats restent assez transversaux quand même. Donc essayer de vous expliquer ces résistances et quels sont les leviers qu'on pourrait mettre en application pour accompagner ces changements. Donc l'ADEME réalise chaque année depuis 2000 une enquête par sondage sur les représentations sociales de l'effet de serre et du changement climatique. Donc c'est un baromètre qui rencontre d'une préoccupation toujours plus grande
des Français pour les sujets environnementaux. Donc on constate vraiment à travers les sondages qu'il y a une vraie sensibilité à l'environnement, donc avec 8 à 9 Français sur 10 qui se déclarent sensibles à l'environnement, et ce de manière stable depuis de nombreuses années, avec une particularité donc en 2019 où l'environnement apparaît pour la première fois comme l'enjeu le plus important aux yeux des Français, à égalité avec le chômage, et c'est significatif notamment auprès des jeunes de moins de 35 ans qui se démarquent significativement de leurs aînés en plaçant l'environnement même devant le chômage. C'est aussi donc 65% des Français qui estiment que les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles à cause des dérèglements climatiques, et plus d'un Français sur 2 qui pense qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour empêcher ou limiter le changement climatique. Donc on voit qu'il y a une vraie sensibilité, une vraie inquiétude face à l'avenir et une vraie prise de conscience de cet enjeu de changement climatique. Alors pour faire un petit lien avec l'actualité, donc par rapport à la période qu'on vit, qu'on traverse actuellement, il y a eu des sondages qui ont été lancés, donc les résultats ne sont pas encore publics, mais ce qu'on peut commencer à voir, c'est que le Covid n'a fait que renforcer finalement une tendance de fond. Ça a consolidé une aspiration à une société, à des modes de vie et de consommation qui soient plus compatibles avec les défis environnementaux. Donc là, je vous présente un graphique qui peut paraître un petit peu compliqué, mais qui est intéressant à regarder parce que du coup, il montre que effectivement, malgré cette sensibilité forte, il y a un décalage avec les pratiques au quotidien. Donc certes, on peut voir que des Français sont de plus en plus enclins à modifier leurs pratiques pour les rendre davantage éco-responsables, et qu'il y a des pratiques qui sont déjà très ancrées, comme par exemple trier ses déchets ou veiller à acheter des légumes de saison, ou encore couper son chauffage ou son chauffe-eau en cas d'absence prolongée. Donc il y a des pratiques qui sont déjà bien mises en place dans les habitudes. Cependant, des pratiques restent un peu plus difficiles à mettre en place, notamment en matière de mobilité. Donc c'est ce qui a été encadré en bas, où on voit qu'il y a beaucoup plus de rouge. Donc le rouge, c'est ce que les gens déclarent qu'ils pourraient faire difficilement, ou qui ne pourraient pas faire du tout. Donc on voit que toutes les thématiques de mobilité sont beaucoup plus contraintes dans les marges de manœuvre pour faire autrement. Donc il y a les efforts restent à poursuivre sur le long terme pour combler ces écarts entre sensibilité croissante pour l'environnement et puis des changements de pratiques sociales. On constate avec ce graphique qu'il y a quand même un potentiel de changement, puisque si on regarde les chiffres du milieu sur la partie bleu, vert, clair, là, donc c'est ce que les Français déclarent qu'ils pourraient faire facilement. Donc si on se focalise sur la mobilité qui nous intéressera ici, on voit qu'il y a quand même autour d'un quart, un cinquième des Français qui déclarent qu'ils pourraient le faire assez facilement. Donc pour le coup, il y a vraiment un potentiel de changement qui est envisageable. Alors je ne sais pas pourquoi je ne peux plus changer mes diapos. Alors excusez-moi. Hop. Voilà. Alors, dans ce potentiel exploité, si on regarde d'autres sondages qui ont été menés en 2018, on voit que 3/4 des Français sont prêts à changer leurs habitudes de mobilité pour contribuer à améliorer la qualité de l'air, que 47%, donc près d'un Français sur 2 possédant une voiture, se dit prêt à y renoncer au profit de solutions alternatives. C'est aussi donc un nombre d'utilisateurs quotidiens de la voiture qui diminue, puisqu'entre 2016 et 2018, on a perdu 9% d'utilisateurs, et un idéal de la possession d'une voiture en pleine propriété qui recule également de 8 points entre 2016 et 2018.
Mais on constate que finalement ce désir apparent de changer ces pratiques que laissent apparaître ces Français est freiné finalement par un sentiment d'impuissance, un sentiment de ne pas avoir le choix de faire autrement. Et en outre, on constate qu'il y a effectivement des vraies inégalités territoriales fortes entre tous les territoires ne sont pas n'ont pas toutes les solutions alternatives disponibles pour chacun. Donc, en effet, on voit que l'individu n'agit pas seul, il est pris dans des logiques collectives qui s'imposent à lui, et ce à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de son territoire et des institutions publiques, donc en termes d'offres, d'infrastructures, mais aussi à l'échelle de son entourage, où finalement il y a des questions d'organisation familiale, professionnelle qui peuvent être bloquantes et qui font que changer ses pratiques implique aussi d'autres personnes. On n'est pas tout seul à le faire. Donc on a des freins qu'on pourrait appeler extrinsèques, c'est-à-dire sur lesquels on n'a finalement pas vraiment de marge de manœuvre, qui dépendent pas vraiment de nous. Donc tout ce qui est offre de transport, contraintes familiales, professionnelles. Et puis on a des freins plus intrinsèques. Donc c'est ça qui va peut-être plus nous intéresser pour essayer d'accompagner ce passage à l'action. Où là, on est plus sur des ressorts qui sont propres à l'individu. Donc, on va parler du poids de l'habitude, des réflexes qu'on a, où finalement, on ne va pas se poser la question du mode de transport qu'on va utiliser à chaque déplacement, mais on va être dans des réflexes au quotidien. Et puis, on va avoir une peur de l'inconnu, enfin, aller chercher une autre modalité de déplacement, de fonctionnement. On va demander un effort de chercher des informations, de chercher à faire autrement. Et donc, cette peur de l'inconnu par rapport à un usage dont on a l'habitude et qu'on maîtrise vraiment va être aussi bloquant. C'est aussi l'image qu'on peut avoir et le rapport qu'on peut avoir, parfois charnel, à la voiture. Et puis donc des compétences de mobilité aussi, où finalement on n'a pas forcément connaissance de toutes les alternatives qui s'offrent à nous, étant pris dans nos habitudes. On peut aussi avoir des perceptions qui seront erronées, donc en termes de coût, de temps ou de distance. On va souvent avoir tendance à sous-estimer le coût de sa voiture et à surestimer celui des transports publics, par exemple, idem pour les distances et les temps de déplacement. Donc face à cette dissonance qui s'opère entre des discours portés par des valeurs environnementales fortes, comme on l'a vu, et des pratiques, on a tendance finalement à justifier nos comportements ou à chercher à se déculpabiliser. Et donc ce décalage entre ce phénomène global de changement climatique et les contraintes et priorités quotidiennes engendre aussi un sentiment d'impuissance et de fatalisme ou de déni qui font qu'on va avoir tendance à plutôt privilégier nos intérêts individuels et à valoriser le plaisir immédiat au détriment finalement d'un bien-être futur, quoi. Donc il y a un décalage entre le court terme, ce qu'on vit au quotidien, et puis ce qu'on peut projeter sur le long terme. Donc il y a, pour pouvoir engager un changement, il faut qu'il y ait différentes conditions qui soient favorables, à la fois donc des conditions matérielles en termes d'offres, d'infrastructures, donc pouvoir avoir la possibilité de faire autrement. Et puis, il faut aussi des dynamiques sociales, donc un contexte social qui soit favorable, donc que ce soit une dynamique collective, qu'on ne se sente pas tout seul à faire des efforts alors que les autres ne font rien. On voit que les Français sont prêts à faire des efforts si chacun fait sa part et si ces efforts sont partagés de façon juste entre tous les membres de la société. Donc, c'est vraiment tout le monde à son échelle, du citoyen aux acteurs économiques et publics, qui a un rôle à jouer. Et donc les Français sont très en attente d'avoir aussi des actions à toutes ces échelles-là. Et puis donc c'est des dispositions individuelles où il faut qu'on ait une motivation, un intérêt aussi personnel à pouvoir changer. Donc le changement, c'est un processus long, c'est un cheminement qui passe par différentes étapes, différents stades. Donc il y a un stade de compréhension de l'enjeu ou du problème, un stade de réflexion,
de l'enjeu ou de l'intérêt qu'on va avoir à changer son comportement, à finalement une phase d'acceptation du changement. On se dit effectivement c'est peut-être une solution qui pourrait être bénéfique, et puis ensuite va s'engager une phase d'adaptation à cette nouvelle pratique, puis d'adoption, et puis dans ses habitudes, pour finalement s'intégrer vraiment dans la nouvelle pratique, dans les habitudes. Donc ça fait référence à ce modèle théorique de Prochaska et Di Clemente qui est présenté là avec les marches, où finalement au stade qu'ils appellent la pré-contemplation, on est vraiment là sur des réfractaires, des gens qui disent jamais je ne quitterai ma voiture. Au stade de la contemplation, on est sur des gens qui sont un peu plus disposés, un peu plus ouverts, donc à réduire l'usage de sa voiture. Donc c'est vraiment oui, pourquoi pas essayer. Et puis ensuite, on va avancer vers les étapes pour finalement essayer d'autres solutions, et puis ensuite éventuellement y prendre goût si cette expérience s'est avérée positive. Et à chacune de ces étapes, différents leviers pourront être mobilisés. À la fois la première étape pour pouvoir éclairer les choix, faire prendre conscience par l'information et la sensibilisation. On va pouvoir donner envie, montrer que c'est possible en s'appuyant sur des groupes sociaux, des leaders d'opinion par exemple, à la deuxième étape. Et puis pour permettre le passage à l'action, on va pouvoir accompagner l'apprentissage, la montée en compétences, et puis encourager l'expérimentation dans de bonnes conditions et dans la durée, donc pour consolider les nouvelles pratiques. Donc ça, c'est un niveau individuel, mais le changement est aussi un processus long à l'échelle collective. Donc il faut être patient. Il y a différentes étapes aussi où on va avoir d'abord des pionniers qui vont être assez peu nombreux à s'aventurer, à prendre le risque d'une nouvelle pratique. Puis il y a des innovateurs qui vont prendre un peu l'exemple et continuer à adopter ce nouveau comportement. Et puis petit à petit, cette nouvelle pratique va atteindre une majorité. Et c'est là que le processus va basculer pour finalement au fur et à mesure donc, du processus, avoir des nouvelles pratiques qui vont se diffuser plus largement dans la population et toucher un nombre du coup croissant d'individus. Et donc c'est une fois que cette nouvelle pratique pourra être acceptée par la société, qu'elle sera visible, légitime et voire évidente, qu'elle pourra vraiment entrer dans des nouvelles normes. Donc tout ça m'amène à vous parler rapidement pour finir de démarches d'accompagnement au changement qui permettent donc de passer des intentions à l'action. Donc c'est des démarches qui sont un outil parmi d'autres, mais donc tout à l'heure la deuxième intervenante vous présentera d'autres types d'outils qui permet donc d'accompagner ce passage à l'action en ciblant à la fois des personnes, donc on est plus sur des personnes qui sont au stade de la contemplation dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc qui seraient ouverts finalement à l'idée d'essayer autre chose ou qui seraient en tout cas se trouveraient dans une situation qui leur paraisse un peu contraignante aujourd'hui ou en tout cas pas très satisfaisante, et puis qui ont des solutions alternatives, donc qui pourraient objectivement faire autrement même s'ils n'en ont pas conscience. Donc on va chercher à cibler à travers ces démarches-là là où le potentiel est le plus grand pour pouvoir embarquer déjà les personnes qui sont les plus disposées à changer leurs pratiques pour ensuite embarquer petit à petit d'autres, plus largement la population. Donc c'est des démarches qui se basent sur de l'accompagnement personnalisé avec de l'information ciblée, des feedbacks et des conseils personnalisés qui peuvent inciter à expérimenter une nouvelle pratique et donc qui vont aider à franchir finalement les étapes du processus pour passer des intentions à l'action. Donc c'est une démarche qui est centrée sur le volontariat des participants. Donc c'est vraiment important dans le sens où pour amener les gens à changer leur pratique, il faut que ce soit des motivations personnelles intrinsèques. Il faut que ça fasse sens. Et donc, on ne pourra pas forcer les gens à changer. Il faut pouvoir les amener à y trouver un intérêt personnel. Donc, il faut vraiment que ça découle d'une volonté individuelle et d'atteindre un but personnel, qui soit collectif ou individuel, mais il faut que ce soit quelque chose de vraiment moteur et d'intrinsèque à la personne, pour que ça fasse sens et que ces changements soient plus pérennes
dans le temps, qui est un engagement plus fort, disons. Alors que des actions qui seront attribuées par un facteur externe, que ce soit une obligation ou une récompense, on pourrait se dire que la durée du changement va être la durée du facteur extérieur, mais une fois que la situation sera revenue à l'état initial, les anciennes pratiques reviendront. Donc c'est important que l'usager se sente acteur de ses choix et de son envie de changer, et qu'il se sente capable d'agir. C'est pour ça que ces démarches vont pouvoir lui apporter toute l'information et les conseils nécessaires pour leur donner toutes les capacités d'agir en pleine autonomie. Et donc en conclusion, je dirais qu'il y a, donc ça c'est un exemple parmi d'autres, mais que c'est vraiment une panoplie d'instruments qu'il faudrait mobiliser autour de l'information, de l'expérimentation pour lever les a priori, de l'incitation et évidemment de la contrainte aussi. Et pour faire évoluer les pratiques sociales, il faut aller au-delà des arbitrages individuels en agissant donc à la fois sur le contexte matériel, en donnant les moyens de faire autrement, et pas seulement sur les compétences et les ressorts individuels. On ne pourra pas compter que sur les changements individuels pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone. Chacun est appelé vraiment à agir à son échelle, que ce soit l'État, les industriels, les entreprises, les collectivités et les citoyens. Donc c'est évidemment tout cela qui conditionne grandement aussi les capacités d'action individuelles. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Je vous remercie de votre attention. Merci Yann Roxy. Je crois que c'était d'écran, ouais. Très clair, notamment ces différentes marches et puis les dispositifs d'accompagnement individuels. Est-ce que vous avez des actions concrètes que vous pourriez nous présenter un petit peu rapidement? Je crois que le cadre général est vraiment très clair. Ça serait intéressant de voir comment il a pu être décliné dans différents cas concrets. Oui. Alors, il y a effectivement des expérimentations qui étaient lancées. Alors, je vais vous parler du domaine de la mobilité, mais on trouve d'autres expérimentations dans d'autres secteurs comme les déchets ou l'énergie, etc. Donc, par exemple, il y avait la région Picardie à l'époque qui avait lancé une démarche de ce type qui consistait donc à pouvoir accompagner des volontaires à tester le train. Donc on était sur des déplacements plutôt de type train régionaux, et donc ça pouvait être du loisir ou du domicile-travail, et l'objectif c'était de faire expérimenter le train gratuitement pendant 1 mois à des volontaires, en leur apportant donc des conseils personnalisés sur ces alternatives qui pouvaient se présenter à eux. Et donc avec une démarche d'accompagnement avec des entretiens en amont de l'expérimentation pour bien comprendre le contexte de la personne, ses difficultés, ses motivations et à quelle fréquence elle aimerait essayer le train, etc. Et puis une autre rencontre après l'expérimentation d'1 mois, et puis on a suivi donc ce panel après plus d'1 an, et donc on constate que donc il y avait 130 participants à peu près, et donc au final, plus d'1 an après, il y avait 30% de l'échantillon qu'on avait réussi global, donc alors qu'on n'avait pas réussi à recontacter tout le monde non plus, qui continuait à prendre le train régulièrement. Et donc avec un certain nombre d'abonnements au train qui avait perduré derrière. Donc ça, c'est un type d'expérimentation par exemple. Il y a également au Pays d'Aix, le Pays d'Aix qui avait lancé une démarche qui s'appelait les ambassadeurs de la mobilité. Donc là, qui consistait aussi à avoir un entretien de diagnostic et de conseils personnalisés, et puis des questionnaires pour voir la pérennité des changements, avec l'animation aussi d'une communauté de participants. Et là, on a des résultats aussi intéressants, avec une baisse de la voiture, donc de nombre de déplacements en voiture de 6% par rapport à avant la démarche.
Donc voilà quelques petits exemples concrets. Aujourd'hui, donc en termes d'énergie, il y a aussi, peut-être vous avez entendu parler des défis famille à énergie positive, donc là qui se basent plus sur des dynamiques collectives, mais qui sont aussi de ce ressort-là. Il y a d'autres démarches qui ont été menées notamment à l'international, qui se base sur des feedbacks, donc des bilans personnalisés. On envoie une information sur le coût des déplacements, les émissions de CO2, les calories, etc. Il y a différents types d'informations personnalisées sur les déplacements des publics qui peuvent être fournis, de manière à faire prendre conscience aux gens de combien leur coûte la voiture, combien de temps ils passent dans leur déplacement, par exemple, et puis ensuite des conseils personnalisés pour les amener à trouver d'autres solutions. Voilà, donc jusqu'à maintenant, c'était des démarches qui étaient très basées sur un accompagnement humain très conséquent, donc qui sont un peu limitées en termes d'échelle d'application, forcément. Et donc là, il y a vraiment des questionnements sur justement le moyen de massifier un peu ces changements et généraliser ces démarches en s'appuyant notamment sur des outils numériques pour capter des données plus directement et puis arriver à renvoyer des informations encore plus personnalisées qui pourraient arriver au bon moment auprès des participants et avoir un effet encore plus impactant. Est-ce qu'il y a déjà des expériences dans ce sens-là, au niveau numérique ? Alors, il y a, si on reprend le défi famille énergie positive qui est devenu Déclic depuis cette année ou peut-être la fin d'année dernière, j'ai un petit doute. Donc là, on est on passe d'une démarche qui était très focalisée sur l'énergie et basée sur une dynamique collective, mais qui restait très humaine, à un dispositif, donc Déclic, qui est défis citoyens locaux d'implication pour le climat et la sobriété. Donc, il se base sur une plateforme numérique avec des suivis de consommation, des conseils, des échanges entre participants et qui élargit la thématique à de l'énergie, aux déchets, à la mobilité, à l'alimentation. Donc ça, c'est en cours c'est en train de s'adapter, d'être testé. Donc, on n'a pas encore vraiment de retour là-dessus. Mais il y a d'autres démarches par rapport aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Par exemple, la région Hauts-de-France, maintenant, qui a repris un peu le dispositif, a lancé un dispositif qui s'appelle Tester le train auprès des entreprises et qui vise à, de manière systématique, permettre aux employeurs de proposer à tous les salariés qui le souhaitent de tester le train gratuitement pendant un mois. Donc ça a amené à rendre ce dispositif beaucoup plus systématisé, on va dire. Et après, il y a des expérimentations qui sont menées plus dans le registre de la recherche, donc autour de projets européens ou de projets de recherche, qui visent justement à tester l'impact du numérique et de ces technologies persuasives, comme on les appelle dans les références, dans les aspects plus recherche et théoriques. Et donc là, il y a plusieurs démarches qui ont été lancées, mais qui restent à des échelles très expérimentales. Et donc, c'est vrai qu'à l'ADEME, on essaye de creuser un peu cette question-là pour voir jusqu'à quel point le numérique peut être aussi efficace ou plus efficace que l'humain. Et donc, on va essayer d'accompagner le déploiement de ce type d'expérimentation pour avoir plus de données là-dessus. Qui est-ce qui organise ce type de démarche ? J'ai entendu les collectivités, régions notamment, et quels moyens en fait déploient-ils et comment recrutent-ils le public ? Alors effectivement, c'est généralement des collectivités qui sont à l'initiative, mais ça peut être aussi des entreprises, dans le cadre d'un plan de mobilité par exemple. Les moyens, il peut y avoir des aides de l'ADEME, il peut y avoir des fonds européens donc pour ce qui est moyens financiers. Après, on est sur des démarches qui peuvent être assez coûteuses, surtout si on met vraiment de l'humain dedans. C'est pour ça qu'il y a un enjeu à développer aussi le numérique qui permettrait de toucher beaucoup plus de monde à moindre coût. Mais les effets sont quand même très intéressants, que ce soit en termes
de changement de comportement à l'échelle des participants ou en termes de report modal, donc de la voiture vers d'autres modes de transport. Et les coûts sont quand même 10 fois, c'est largement inférieur à la mise en place d'un nouveau service de mobilité, par exemple. Donc voilà, en termes, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question. Si, tout à fait. Une question de Hugues Sauvage sur que pensez-vous des bus gratuits dans les agglomérations, hein? Vous parliez de la nécessité également de proposer une offre aux personnes. Est-ce que la gratuité est de nature à changer le comportement des gens? Est-ce que elle peut se substituer à l'accompagnement, ou l'accompagnement dont vous parliez reste quand même un moteur important pour aller vers des bus ou des transports même gratuits? Ouais. Alors c'est un sujet, la gratuité des transports, qui fait vraiment débat, donc je vais peut-être pas me lancer sur ce terrain-là, mais il y a eu des expérimentations qui ont été faites avec Dunkerque et d'autres collectivités qui se sont lancées dedans, donc les résultats sont quand même assez intéressants en termes d'attractivité. Évidemment, ça résout des problèmes en termes d'accès, d'inégalité et d'accès au transport en commun. L'enjeu, là, c'est de pouvoir faire venir aussi des gens qui utilisaient la voiture vers les transports en commun, et pas forcément des gens qui marchaient ou qui prenaient le vélo. Et donc, c'est toujours un peu la problématique de ce sujet-là, où généralement, c'est quand même plutôt... c'est quand même plutôt ceux qui marchaient qui vont finalement prendre les transports en commun, et pas forcément ceux qui prenaient la voiture, quoi. Mais là, je n'ai pas les données sous les yeux de ces études. Il faudrait aller regarder, parce qu'il y a quand même des choses qui sont sorties sur ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, la gratuité sur un temps peut être un bon levier pour faire expérimenter, parce que l'expérimentation est vraiment très importante comme levier pour amener les gens à lever les a priori qu'ils peuvent avoir. On le voit beaucoup, le vélo est vraiment intéressant là-dessus, parce c'est un mode qui a énormément d'a priori, d'images négatives, que ce soit en termes de sécurité, de vol, de problématiques de stationnement, etc. Et souvent, on se rend compte qu'une fois qu'on a essayé et qu'on se rend compte de tous les avantages qu'offre ce mode en termes de flexibilité, de rapidité, notamment en milieu urbain, on se rend compte que c'est pas forcément... qu'il présente beaucoup d'avantages. Et il suffit d'avoir essayé une fois pour l'adopter parfois. Et donc, ce levier de l'expérimentation est vraiment très important, et la gratuité peut faire partie de ces moyens pour faire expérimenter les gens au moins une fois. Est-ce que vous observez une massification de ces dispositifs d'accompagnement? Est-ce qu'on reste sur des choses qui sont encore un petit peu isolées, voire expérimentales, ou à l'autre extrême, constate-t-on une volonté à un niveau national de mettre en place des dispositifs de cette sorte? Alors, ça reste encore plutôt expérimental, et d'où l'intérêt d'essayer de les massifier avec le numérique, etc. Parce que pour l'instant, on atteint une limite, en fait, en termes de coûts, en termes d'échelle d'application, qui fait que finalement, ça reste vraiment très expérimental auprès d'échantillons assez réduits, et ça a peu d'impact. Même si ça a des impacts importants à l'échelle de l'échantillon, à l'échelle d'un territoire, c'est pas forcément très significatif. Donc ça a plus pour l'instant valeur d'expérimentation ou d'action de communication pour les territoires. Mais c'est vrai qu'il y a cet accompagnement personnalisé pour amener les gens à sortir de leurs habitudes, de leurs réflexes. C'est un levier incitatif qui part pas de la contrainte. Enfin, du coup, c'est vraiment un service qu'on peut offrir aux citoyens pour les amener à changer de pratique en douceur, en les accompagnant. Et par exemple, si on met ça peut accompagner aussi la mise en place d'une nouvelle offre pour communiquer dessus. Ça peut accompagner la mise en place d'une mesure plus contraignante pour dire en compensation, on vous accompagne pour trouver des solutions plus adaptées à vos déplacements. Donc
Voilà, c'est un levier, disons, qui peut être vraiment complémentaire à plein d'autres leviers et qui permet non seulement d'accompagner les changements, de pouvoir récupérer aussi des données sur les pratiques, sur les représentations des offres, sur les contraintes des gens, les freins, et qui peuvent aider aussi les collectivités et les entreprises en matière de communication ou d'actions futures à mettre en place. D'accord. Dernière question justement sur les autres leviers qui sont identifiés. Là, on a beaucoup parlé d'un public qui est déjà finalement proche de l'action et qu'il va s'agir d'accompagner. On a vu votre escalier tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été testées à d'autres stades de l'évolution d'une personne par rapport aux questions de transition? Notamment, vous parliez des premiers, j'ai plus le terme en tête, hein, mais qui sont très rétifs en fait à l'idée du changement. Est-ce qu'il y a des façons de travailler sur leur représentation avant de les accompagner une fois qu'ils ont évolué? Oui, donc là, pour ces réfractaires, disons, là, on va être plus sur des actions d'information, de prise de conscience. Donc, ça va être de l'information plus ciblée sur les enjeux du changement climatique, des enjeux en termes de pollution, des enjeux qui les touchent plus personnellement, on va dire. Ça va être des informations ciblées sur l'impact de leur propre comportement, donc autour des feedbacks, par exemple, qui vont faire prendre conscience. Ça peut être aussi des leviers autour des réseaux sociaux, des groupes sociaux auxquels ils appartiennent, ou des leaders d'opinion qui vont pouvoir montrer l'exemple, où ils vont pouvoir se dire « Ah bah oui, d'autres l'ont fait, donc je peux peut-être le faire », montrer l'exemple. Donc, c'est des leviers comme ça. Si je peux juste rapidement parler d'une autre expérimentation qui a été mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg, qui visait donc à accompagner des salariés en leur fournissant du conseil en mobilité aussi. Là, ils s'étaient mis une contrainte de justement aller chercher les automobilistes exclusifs, donc ceux qui prenaient uniquement que la voiture au quotidien, et donc qui a priori étaient plus réfractaires à l'idée de changer. Et donc ça permettait de voir justement les personnes qui pouvaient passer d'une étape à une autre. Et donc, on voyait qu'il y avait quand même il y avait 40%, je crois, des personnes qui avaient changé d'étape dans le processus de changement, quoi, qui étaient passées du stade de la précontemplation. Je crois qu'il y avait 60% qui étaient passés du stade de la précontemplation, donc la première marche, à une autre marche dans le stade de changement. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir voir comment les gens évoluent petit à petit dans ces étapes de changement, et pas forcément directement par le passage à l'action, mais il y a d'autres étapes à prendre en compte et qui sont intéressantes à évaluer aussi. Donc plutôt des actions de type communication, quoi, pour cette première marche. Oui, communication, ou alors passer par les réseaux, les micro-groupes qui peuvent avoir une influence, des leaders d'opinion, voilà, qui vont pouvoir marquer un peu les esprits ou montrer l'exemple, quoi. D'accord. Il y a déjà ce travail de prise de conscience à faire, effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Anaïs Roxy. On vous retrouve après l'intervention de Diane Roubert. Diane Roubert, c'est à vous. Ça y est, bon, vous m'entendez? Très bien. Super. Donc, immédiatement, je vais vous partager mon écran et vous dérouler une présentation sur ce qu'est le nudge et à quoi ça sert. Est-ce que c'est bon? C'est tout bon, j'espère. Oui, très bien. Super, merci. Donc, le nudge, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, je vais vous montrer une série de comportements que vous connaissez forcément par cœur, qui sont on mange trop gras, trop sucré, trop salé, alors qu'on aimerait manger 5 fruits et légumes par jour. Pour reprendre les propos d'Anaïs, on prend trop souvent sa voiture, alors qu'idéalement, on aimerait utiliser des mobilités douces,
On a conscience évidemment de l'impact que ça aurait sur notre santé, sur l'environnement. On utilise des gobelets jetables et un tas d'emballages jetables, alors qu'évidemment, il serait préférable d'utiliser des gobelets réutilisables et des emballages exclusivement réutilisables. On a conscience de tout ça. On sait aujourd'hui, parce qu'on nous informe, parce que on entend voilà, les médias, etc., on sait que l'urgence écologique est un sujet qui est vraiment dans toutes les bouches et dont tout le monde a été au moins informé. Après, on parle de prise de conscience, probablement que la plupart en ont pris conscience. Et pourtant, c'est pas si simple en fait d'abandonner le gâteau au chocolat pour la poire, la voiture pour le vélo et le tout jetable pour le tout réutilisable. Alors, il y a une question, alors Anaïs l'a abordée sous un thème, d'une certaine façon, moi je vais l'aborder autrement. Comment fait-on pour modifier les comportements? C'est-à-dire comment fait-on pour passer du gâteau au chocolat à la poire, de la mobilité polluante à la mobilité douce et du tout jetable au durable? Il y a un schéma qui est très classique, que vous connaissez sûrement, qui consiste à dire, en fait, on informe les gens, donc on informe qu'en effet, la planète brûle et qu'il y a urgence. On fait en sorte que les personnes adhèrent, donc en général, voilà, si on a une personne qui est saine d'esprit et à qui on explique ça, en général, il va dire qu'en effet, il a envie de faire sa part et d'agir pour sauver l'environnement ou sauver la planète. Et puis, du coup, il va passer à l'acte. Et en fait, malheureusement, on est assez souvent déçus. Les effets en fait escomptés sont souvent pas tout à fait à la hauteur de nos attentes. Et alors du coup, on en rajoute parfois une petite couche. On culpabilise évidemment, donc voilà, on montre des images qui sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. On légifère parfois, donc voilà, on interdit. Du coup, c'est les pailles, les cotons-tiges, etc. Et puis, on finit même par condamner parfois. Et alors, à votre avis, donc pourquoi ça ne marche pas, en tout cas, pourquoi ça ne marche pas suffisamment? C'est-à-dire qu'on a cette envie, cette information, cette conscience, on a des argumentaires, on a des images, et puis pourtant, on n'assiste pas vraiment à ce changement massif de comportement qu'on espère. Alors en fait, la raison, c'est qu'il y a un vilain monstre que vous voyez là à l'écran. Ce monstre, il s'appelle les routines. Il s'appelle les habitudes, les réflexes ou encore la paresse. Anaïs Tarrier l'a parlé tout à l'heure, ça paraît facile en fait de changer ses habitudes. Ça dépend que de soi, c'est quelque chose sur lequel on a une action, on a l'impression de les maîtriser. Et pourtant, en fait, c'est une chose qui est hyper difficile parce que c'est justement des habitudes, c'est quelque chose qu'on a forgé sur la durée. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on fait les choses de la même façon. Et donc, de modifier ça, c'est finalement quelque chose d'hyper compliqué, alors qu'on n'en a pas forcément conscience en amont. Alors, existe-t-il une autre méthode? La réponse est oui. Donc, cette autre méthode, je vais rentrer dans le vif du sujet, vous parlez du nudge. Elle va consister pour nous à modifier l'environnement pour s'adresser à notre système 1. De quoi je parle? Alors, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un psychologue prix Nobel d'économie, un Américain, et qui a écrit une théorie sur, il a un ouvrage qui est très connu qui s'appelle Thinking Fast and Slow, qu'on a traduit en français par système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. En fait, Daniel Kahneman, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en avant quelque chose qui en fait est assez implicite, le fait qu'on ait deux vitesses de la pensée qui fonctionnent en permanence. C'est-à-dire que quand vous partez le matin travailler, vous pouvez être concentré sur la réunion que vous allez animer dans une demi-heure et vous poser des questions sur ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, etc. Et puis pour autant, vous savez qu'il faut fermer la clé de la porte de votre appartement, mettre la main dans votre poche pour récupérer la clé, mettre la clé dans la serrure, tourner la serrure, fermer la porte, descendre les escaliers, etc. Donc en fait, en même temps, on arrive à mobiliser son cerveau sur des choses qui sont de l'ordre de la réflexion, et puis on arrive à faire plein de petites actions qui sont de l'ordre du réflexe, de l'habitude. Daniel Kahneman, il a appelé ça donc système 1, système 2. Le système 1, c'est tout ce qui est justement nos habitudes. Donc c'est des prises de décision qui sont rapides, qui sont inconscientes, qui sont automatiques, qui sont des décisions de tous les jours et qui sont plutôt pas hyper fiables. Après, notre système 2, qui marche en parallèle, c'est le système de la réflexion, c'est-à-dire le système qui va beaucoup plus lentement, qui est en conscience,
qui demande plus d'efforts de concentration, qui permet de prendre des décisions complexes et qui est beaucoup plus fiable. Et donc, il a créé cet ouvrage et 2 personnes s'en sont emparées. Ces deux personnes, c'est messieurs Thaler et Sunstein, qui sont deux économistes américains. Et Thaler et Sunstein, ils réfléchissaient sur les changements de comportement, justement. Et ils se rendaient bien compte qu'en fait, le fait d'informer les gens sur ce qu'on attendait d'eux, finalement, ça ne suffisait pas toujours, le fait d'obtenir leur adhésion, ça ne suffisait pas toujours au changement de comportement. Et qu'en fait, peut-être que c'est parce qu'on s'adressait en fait à leur système 2, au système qui était vraiment la réflexion, on leur dit ce qu'on attend d'eux, on les informe, on va solliciter leur intelligence, alors qu'en fait, ce qu'on voudrait réellement, c'est changer leur système 1, c'est-à-dire leur système automatique, c'est-à-dire leurs réflexes, leurs habitudes, les petites choses qui font que voilà leur comportement quotidien. Et donc ces messieurs, Thaler et Sunstein, ils se sont dit, ok, puisqu'on s'adresse au système 1, donc au système automatique de la pensée, par rapport à ce qu'on cherche à mettre en place, on va le faire autrement. C'est-à-dire on ne va pas dire aux gens ce qu'on attend d'eux, on va plutôt faire en sorte que le bon comportement soit le comportement hyper systématique, hyper spontané, le comportement un peu par défaut. Et donc, ils ont créé la fameuse méthode du nudge. Donc, le nudge, c'est le mode d'incitation, développé en sciences comportementales, qui propose des solutions originales pour changer les comportements, sans interdire ou contraindre, en modifiant l'environnement. On appelle ça aussi la méthode douce pour inspirer la bonne décision, ou l'architecture du choix. Donc voilà, ils ont mis en avant ça. Je vais vous donner des exemples concrets pour vraiment illustrer de quoi on parle. Mais en gros, le génie, entre guillemets, de leur découverte, c'était vraiment de se dire... on veut changer un comportement et pour ça, on s'adresse à notre intelligence alors qu'il faudrait qu'on s'adresse à notre système automatique. Par exemple, comment on fait pour inciter les gens à se dépenser davantage? Donc, je vais vous partager une petite vidéo. J'espère que ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vous me dites. Peut-être que cet exemple, vous le connaissez déjà. C'est des Suédois, en fait, qui ont eu cette idée-là. Ils voulaient justement que les personnes se dépensent davantage physiquement, en fait, dans leur quotidien, sans pour autant avoir, pareil, à leur répéter... les maladies cardiovasculaires sont liées à un manque d'activité physique, ou aussi vous faites davantage de sport, vous serez moins malade, etc. Donc toujours un peu rabâcher les mêmes messages. Et du coup, ils sont allés un peu droit au but, et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, en fait, cet exemple, il consiste non pas à dire aux personnes prenez les escaliers parce que ça va vous permettre de vous dépenser davantage, du coup, de brûler des calories, de tomber moins souvent malade, etc. Juste, il propose, en fait, un escalier beaucoup plus fun que l'escalator, qui est le moyen qu'on utilise par défaut, alors même qu'on n'en aurait pas nécessairement besoin. L'escalator, il a été pensé pour des gens qui ont des valises, pour des gens peut-être qui ont du mal à se déplacer. Or, on l'utilise tous, un peu par flemme. Et donc là, ils ont vraiment détourné le concept et ils ont dit, bah voilà,
si vous utilisez l'escalier normal, vous allez vous dépenser, mais en fait, surtout, vous allez vous amuser. Et ils ont suscité l'envie, en fait, de bien faire. Et c'est vraiment là-dedans qu'on est avec le nudge, c'est susciter l'envie de bien faire. On va voir un autre exemple qui est comment inciter les gens à garder les espaces publics propres. Donc là, pareil, en fait, c'est en Suède que ça se passe. Ils sont très inspirés, les Suédois. Et je vais vous montrer une autre petite vidéo. Alors, donc vous l'aurez compris, là aussi, en fait, l'idée, c'est de... Donc, j'espère que vous avez entendu ce qui se passe. En fait, quand on jette un déchet, on a l'impression, en fait, il y a un détecteur qui se met en marche et, en fait, qui diffuse le son un peu d'un puits sans fond. On a l'impression, en fait, que son déchet met quasiment 30 secondes à arriver au fond d'un puits sans fond. Donc, ça intrigue les gens. Et ce qui se passe, c'est que non seulement, en fait, ils vont jeter leurs déchets, mais ils vont être hyper intrigués. Donc, en fait, ils vont avoir envie de réitérer l'opération. Ils vont regarder, du coup, dans un rayon de 10 mètres autour d'eux s'il n'y a pas un autre déchet que quelqu'un aurait laissé traîner pour pouvoir réitérer l'opération. Donc, en fait, c'est hyper malin parce que les personnes, finalement, vont auto-nettoyer le parc sans même que la ville ou les personnes qui sont en général en charge du nettoyage aient à le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment, on ne vous dit pas ce qu'on attend de vous, mais on suggère, en fait, une attitude positive en modifiant l'environnement. Voilà, je vais vous donner deux, trois autres exemples pour que vous ayez bien compris en fait de quoi on parle quand on parle de nudge. Donc c'est un exemple donc là c'est juste un dessin, il n'y aura pas de vidéo. C'est un exemple qui se passe à Chicago. Il y a une route à Chicago qui est hyper dangereuse parce que quand les automobilistes arrivent en fait au bout d'une grande ligne droite dans laquelle ils ont pris de la vitesse, ils ont une superbe vue sur le lac Michigan. Ils ont du coup un peu leur attention qui est happée par le paysage. Or à cet endroit-là, la route se met à tourner de façon assez raide et il y a eu un nombre d'accidents énorme. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, les personnes qui travaillent justement sur la méthode du nudge, ils ont, alors je ne sais pas si vous voyez sur le petit dessin, on a en fait des traits comme nous on connaît, c'est-à-dire qu'il y a un trait tous les, je sais pas, par exemple, tous les 5 mètres. Et en fait, au fur et à mesure que l'automobiliste se rapproche du virage, les traits sont de plus en plus proches les uns des autres. Et donc, en fait, ça donne une impression visuelle que l'automobiliste est en train de prendre de la vitesse, alors même qu'il a gardé la même vitesse, et donc il va automatiquement ralentir, pensant qu'il vient d'accélérer. Et en fait, ce dispositif, qui est tout bête, a permis d'éviter un très grand nombre d'accidents sur cette route qui était hyper dangereuse. Après, je vais vous montrer un autre nudge. Alors voilà, j'ai même le chiffre, 36% d'accidents en moins, précisément, depuis qu'ils ont mis en place ce dispositif qui paraît tout simple. Je vais vous montrer un autre nudge qui est probablement le nudge le plus connu, si vous en connaissez un, a priori, c'est celui-ci, qui a été imaginé par des personnes qui travaillent à l'aéroport d'Amsterdam et qui souhaitaient en fait mettre en place un dispositif qui permette d'améliorer la propreté dans les sanitaires. Et donc c'est le nudge de la mouche dans les urinoirs. Pour ceux qui l'ont déjà vu, en fait, je redis rapidement. Donc il s'agit en fait de mettre un autocollant de mouche dans l'urinoir afin de viser au juste endroit sans avoir à expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux, et plutôt que de mettre un panneau qui dit merci de laisser ce lieu dans l'état de propreté dans lequel vous l'avez trouvé, qui malheureusement souvent n'a pas d'impact. Et bien ils ont directement en fait induit le bon comportement en faisant cette petite modification dans l'environnement direct. Ça a quand même permis de diminuer de 80% les dépenses de nettoyage à l'aéroport d'Amsterdam. C'est pas neutre. Et un dernier petit exemple, à Copenhague, donc pareil, la municipalité a voulu lutter contre le trop grand nombre de déchets abandonnés dans les rues. Et donc pour ça, en fait, ils ont simplement
mis sur le sol en fait des autocollants en forme de pas qui dirigent vers les poubelles, donc avec un code couleur voilà, vert assez flash qui permet de rappeler le vert des poubelles. Donc, en fait, pour que les personnes qui sont à quelques mètres de la poubelle, qui l'auraient pas vu, soient guidées par les pas. Et ça, pareil, en fait, 46% de réduction des déchets dans la ville. Donc, l'effet a été immédiat et assez important. Donc voilà, on est vraiment dans modifier des petites choses dans l'environnement pour induire le bon comportement, s'adresser directement à notre système automatique sans forcément dire ce qu'on attend de nous. C'est vraiment ça le nudge. Et pour finir, du coup, sur un petit récap, le bon nudge, on dit qu'il est fast. Donc fast, ça veut dire facile, attractif, social et timé. C'est-à-dire qu'on va parler de nudge, si donc il est facile, c'est-à-dire c'est le choix par défaut, je le vois tout de suite, c'est quelque chose qui saute aux yeux, c'est hyper simple, on n'est pas obligé de le chercher, de farfouiller, c'est vraiment, ça vous apparaît. Il est attractif, c'est-à-dire qu'il est vraiment facilement visible. Il est social, donc il est conforme à la norme, c'est-à-dire que non seulement c'est quelque chose que moi je vais faire spontanément, mais les autres aussi. Et le fait que les autres le fassent, bah, du coup, ça va m'inciter d'autant plus à le faire. Et il est timé, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment au moment opportun. Et pour terminer, un dernier petit exemple, il peut aussi être drôle. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez souvent hésité quand vous avez attiré la chasse d'eau entre les deux ronds, le petit et le gros, savoir sur lequel il faut appuyer. Bah voilà, c'est des étudiants à l'université qui ont eu cette idée de juste mettre 2 plus 2 égale. Et du coup, évidemment, quand vous n'avez pas envie de faire d'erreur de calcul, vous appuyez sur le bouton de droite, qui est celui qui permet, vous l'aurez compris, de gaspiller le moins d'eau. Voilà, je ne sais pas très bien où j'en suis dans mon timing. J'ai d'autres exemples, mais peut-être que je pense que vous avez un petit peu. Donc, je vais donner la parole à Aurélien. Si vous voulez que je donne plus d'exemples, je pourrais le faire tout à l'heure. Tout à fait bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, une question déjà sur, comment dire, est-ce que l'effet de ces nudges qu'on a vus dans l'espace public, notamment, est-ce qu'ils durent en fait dans le temps? Est-ce que les gens vont continuer à utiliser le piano pour monter l'escalier piano plutôt que l'escalator? Et au-delà de cet équipement précis, est-ce que ça va modifier en d'autres endroits leurs habitudes? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'en effet, l'effet de surprise, évidemment, va créer tout de suite l'envie d'aller voir ce qui se passe, etc. Je suis d'accord qu'une fois que l'effet de surprise s'estompe, on pourrait avoir tendance à dire, bah, en fait, le mauvais comportement va revenir. Mais ça rejoint un petit peu ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les tests que l'ADEME a pu réaliser. Une fois qu'en fait, on a, pendant plusieurs semaines, par exemple, vraiment inciter une personne à changer son comportement, si vraiment c'était contre nature, peut-être qu'elle va retourner à un comportement initial, mais on va avoir créé en fait de nouveaux réflexes vertueux. Donc il y a ça. Après, je suis d'accord qu'idéalement, il faudrait qu'un nudge il soit un petit peu renouvelé. C'est-à-dire qu'après, voilà, quelques mois de mise en place, si voilà, il y a d'autres idées qui apparaissent, c'est sympa en effet de proposer d'autres choses. Mais on est vraiment dans faire découvrir aussi un nouveau comportement et essayer en fait de faire que ce comportement devienne un comportement un peu long terme. Est-ce qu'il y a des études justement qui ont travaillé, je ne sais pas, les poubelles dans le parc? Est-ce que quand ils ont remis une poubelle normale, est-ce qu'ils ont pu comparer la quantité de déchets jetés par terre hein, par rapport au moment où la poubelle un petit peu nudge poubelle en fait était en place? Ouais. Alors, moi, j'ai aucun chiffre en tête. Alors là, malheureusement, je ne saurais pas vous dire spontanément. Il y a pas mal d'études justement parce que l'idée des gens qui mettent en place aujourd'hui des nudges, c'est vraiment de faire un comparatif avant, pendant, après et de constater que même si l'après n'est pas tout à fait égal au pendant, c'est-à-dire qu'une fois que le nudge est abandonné, peut-être qu'en effet, seule une partie de la population maintient le bon comportement, mais l'idée, c'est vraiment quand même d'avoir incité en fait sur du long terme. Il y a notamment, par exemple, une étude qui a été réalisée à Lyon. Alors, si ça intéresse les personnes qui écoutent, je pourrais essayer de retrouver les chiffres exacts. Donc, moi, je suis à Lyon. Et à Lyon, il y avait justement une expérimentation qui a été réalisée dans le métro avec ce système voilà, d'escaliers qui ont été customisés pour inciter les gens à utiliser les escaliers plutôt que les escalators. Et avec justement des chiffres très précis sur avant, pendant, après. Donc, ça, je peux les transmettre sans problème. L'idée étant, encore une fois, que l'après se situe quelque part entre le avant et le pendant. D'accord, d'accord. On a vu des exemples sur pour la propreté urbaine, pour les enjeux sanitaires. Est-ce qu'il y a d'autres, alors je pense à l'environnement évidemment,
changement climatique, etc. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui ont été traitées par les nudges que les deux que j'ai cités? Alors, le nudge, normalement, se veut vraiment une méthode qui va, qui va induire des comportements qui vont être positifs par rapport à sa santé, par rapport à l'environnement. On est sur plus de civisme aussi, mais ça va vraiment être sur avoir le bon comportement pour soi et pour la planète de façon générale, et pour l'autre en fait. D'accord. Dans les exemples que j'aurais pu vous montrer, il y a par exemple des... Alors je peux vous montrer des visuels, mais dans le métro par exemple à Singapour, si on est sur une question qui est plus de l'ordre du civisme, vous savez, en France, on a sur les emplacements qui sont prioritaires pour les personnes à mobilité réduite, on a un tout petit autocollant qui dit siège réservé aux personnes à mobilité réduite. Donc, comme personne ne va jamais coller son nez à l'autocollant, en fait, malheureusement, ces sièges sont très rarement disponibles. À Singapour, en fait, ils ont fait en sorte que les sièges qui sont pour les personnes à mobilité réduite soient complètement bariolés, ils vous sautent vraiment aux yeux, de sorte qu'en fait, personne n'aurait l'idée de s'asseoir dessus. C'est rentré dans les codes que vraiment, ça, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Et en fait, il y a quelque chose d'hyper visuel, d'hyper instantané. Donc, il y a des choses comme ça qui sont aussi plutôt sur le mieux vivre ensemble. D'accord, d'accord. Quels sont je vois un petit peu la même question que pour Alice, quels sont les acteurs en fait qui font appel au nudge? Donc là, on a parlé d'espace public, donc plutôt des collectivités, j'imagine. Vous travaillez avec des entreprises. Ouais. Quels sont les différents acteurs et quelles sont leurs préoccupations? Alors, principalement, le nudge, il a vraiment été pensé à la base pour l'espace public, c'est-à-dire que il y a des nudge units dans un certain nombre de pays. Il y en a pas mal dans quasiment tous les pays scandinaves, évidemment, dans les pays en Angleterre, aux États-Unis. Maintenant, il y a des nudge units aussi en France qui conseillent le gouvernement. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, c'est plutôt des démarches d'ordre public. Donc moi, en effet, via Positive Nudge, mon entreprise, on s'adresse aux sociétés, aux entreprises, aux collaborateurs. Donc ça, c'était l'originalité de notre démarche. C'était de se dire, en fait, cette méthode, elle fonctionne hyper bien. Aujourd'hui, elle est un petit peu trustée par un certain type d'organisme. Et nous, on a envie de l'emmener ailleurs parce qu'il y a d'autres secteurs, en fait, comme notamment le monde de l'entreprise, qui pourraient vraiment largement en bénéficier. Et on se rend compte, en fait, que ça marche hyper bien parce que la méthode du nudge, elle a un côté assez pratique et ludique. Et les gens ont assez envie de l'adopter. Et donc, au-delà de j'ai envie de changer mon comportement, le fait de mettre en place le nudge qui va bien, ça renforce le côté c'est innovant, c'est sympa, on a envie d'y aller, quoi. Et donc, nous, enfin voilà, on a vraiment eu envie d'embarquer les collaborateurs des entreprises avec nous, et j'avoue qu'ils sont assez réceptifs. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comme profil pour faire des nudges? D'où viennent les professionnels du nudge? Est-ce qu'ils viennent du design? Alors, il y a plusieurs types de professionnels de nudge. Il y a des professionnels comme Nicolas Fielen, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, qui lui est vraiment qui a un profil scientifique, c'est un chercheur, donc avec une approche vraiment scientifique du changement de comportement. Et après, il y a de plus en plus, du coup, ça commence à se répandre, des personnes qui vont intervenir sur des sujets un peu autres que être la nudge unit d'un gouvernement, par exemple, comme moi je fais. Et donc, j'aurais tendance à dire il faut être empathique et créatif. D'accord. En fait, je crois qu'on a très envie de voir les autres exemples que vous étiez prête à nous montrer. Alors, j'ai même un petit quiz, mais le problème, c'est que je ne peux pas interagir avec les personnes. Alors, attendez. Bon, bah tant pis, je ferai les questions et les réponses. Hein, désolée. Ah, bah si vous voulez, vous pouvez répondre. Alors, attendez. Du coup, ouais. Je vais vous faire un petit quiz. Alors. Hop. À vous de jouer. Exemple de la sécurité routière, pour prendre un exemple qu'on n'a pas abordé. Donc, l'objectif, c'est d'inciter les automobilistes à maîtriser leur vitesse. Et parmi les images qui vont suivre, quelles sont celles qui, selon vous, sont des nudges et celles qui, évidemment, ne sont pas des nudges? Alors là, c'est facile, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. On est sur le lac Michigan à Chicago. Évidemment, c'est un nudge. Alors là, j'espère que vous voyez bien. Est-ce qu'à votre avis, c'est un nudge? Oui ou non? Je
Je vous laisse 3 secondes pour répondre. La réponse est non, ce n'est pas un nudge, il s'agit d'un dodan. Donc, si vous ne ralentissez pas, vous allez décoller et risquer d'avoir de mauvaises surprises. Donc, on n'est pas du tout dans de l'incitation douce. Alors que là, c'est un nudge. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, j'espère. On est sur, en fait, quelque chose qui a une... C'est de la peinture au sol, donc il n'y a aucun relief, mais qui fait imaginer justement qu'on est sur un relief. Donc là, les personnes vont ralentir, mais en effet, il n'y a pas d'obligation, entre guillemets, si vous ne ralentissez pas, rien ne va vous arriver. Partant depuis vitesse limitée à 110 km/h, évidemment, on est sur de l'information, on n'est pas du tout sur du nudge. Alors, l'accident de voiture, ce jour-là, il roulait beaucoup trop vite. Nudge ou pas nudge, je vous laisse répondre, mais évidemment pas nudge. On est sur une campagne publicitaire sur la sécurité routière. Et là, on est vraiment dans la culpabilité, l'anxiogène, etc. Donc, on n'est pas dans du nudge. Le fameux petit smiley que vous avez forcément déjà, nudge ou pas nudge, celui qui fait un petit sourire quand vous allez à la bonne vitesse et qui n'est pas content quand vous allez trop vite, ça peut vraiment être comparé à du nudge. Parce que c'est une incitation, c'est très visuel, c'est très instantané, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de culpabilité, etc. Enfin, un petit peu, mais on est vraiment quand même dans du nudge. Le radar, ça évidemment, je vous laisse pour répondre, mais on n'est évidemment pas du tout dans du nudge. On est dans la contravention, donc l'anti-nudge. Les petits Snoopy sur le passage clouté, nudge ou pas nudge, nudge bien sûr, parce qu'on n'a pas envie d'écraser Snoopy, donc on ralentit, alors qu'en fait, on n'aurait pas ralenti, il ne nous serait évidemment rien arrivé. Pareil, il s'agit uniquement de peinture, on a juste une impression de relief. Et pour finir, la jumelle, là, évidemment, pas du tout du nudge, comme le radar, on est dans de la contrainte, donc on n'est pas dans du nudge. Donc je pense que ça permet de mieux comprendre en fait ce qui est du nudge et ce qui ne l'est pas. J'ai encore d'autres petits quiz, du coup je vais enchaîner peut-être dessus. Donc ça c'était facile parce que je vous en ai parlé il y a 12 secondes. Inciter les personnes valides à céder leur place dans le métro. Je vous montre 2 exemples. Lequel est nudge, lequel n'est pas nudge. Évidemment celui qui est nudge c'est celui-ci. On voit immédiatement en fait be sweet, donc soyez sympa, laissez votre place, on voit immédiatement de quoi il s'agit et c'est vrai que ça ne nous viendrait pas l'idée de nous asseoir dessus alors que les qu'on a en France, place réservée, est très peu visible. Il faudrait vraiment se pencher dessus pour le voir. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et probablement beaucoup moins respecté. Alors, inciter à manger plus de fruits et légumes. Entre les deux, alors on ne voit pas hyper bien, donc je vais vous le lire. Alors, à droite, on a un apple a day keeps the doctor away. Donc, c'est ce que disent les Américains. Si vous mangez une pomme par jour, vous n'irez pas chez le docteur. Sous-entendu, vous serez en bonne santé. Et nous, en France, on a le panneau qui dit au moins 5 fruits et légumes par jour sans effort. Évidemment, le nudge, là, c'est celui qui est à droite. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous dit pas véritablement ce qu'on attend de vous, mais on met à disposition des pommes. Elles sont rouges, elles sont brillantes sur une étagère grise, elles ressortent hyper bien. Donc, en fait, il suffit de se servir. On est vraiment sur de l'incitation, susciter l'envie, en fait. Voilà, susciter l'envie de changer et d'agir. Faire des économies de papier dans les entreprises, notamment. Donc 2 exemples. On a l'autocollant en fait qui est posé directement sur la machine qui dit stop avec des arbres qui s'enfuient un peu affolés. Donc ça c'est un autocollant qu'on pose sur la photocopieuse. On le voit en fait en blanc. Il est rouge, blanc, vert là au début de la machine. Et à droite en fait on fait un métrage recto verso par défaut. De sorte que quand vous lancez une impression d'office en fait elle va sortir en recto verso plutôt qu'en recto simple. Le nudge évidemment c'est celui qui est à droite, c'est-à-dire que on va vraiment être sur du super spontané, c'est-à-dire que c'est paramétré par défaut. Si jamais vous ne souhaitez pas imprimer en recto verso, à ce moment-là, c'est à vous de modifier le paramétrage. Si vous ne le modifiez pas, ce sera l'économie de papier, évidemment, par défaut. Voilà, les autres exemples. Là, c'est que ça vous a donné un indice. Après, il y a aussi des vidéos, mais je ne vais pas non plus vous en montrer toute la soirée. Mais en fait, Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de passer au débat un petit peu plus général avec les 2 intervenantes. Merci à vous 2 pour vos interventions très, très claires. Une question, pardon, Diane. Par définition, un nudge est-il toujours positif dans le sens non culpabilisant ?
Oui. Ça va être fonction, je pense, de la susceptibilité de chacun. Par exemple, on voit beaucoup dans les universités, parce que les étudiants se sont vraiment emparés de la méthode du nudge. C'est un truc qui les amuse beaucoup. Et dans les universités, maintenant, on voit beaucoup dans les escaliers, justement, ils ont repris un peu l'idée. Et c'est très souvent fin, nombre de calories brûlées par marche franchie, vous voyez. Donc, c'est pas culpabilisant, mais on est quand même sur vous êtes là pour perdre du poids. Donc, ça va dépendre de quoi. En fait, ça va être une histoire de perception. D'accord. Alors, une question, comment des épisodes sans transition, tels que la pandémie de Covid-19, peuvent-ils favoriser des transitions dans les comportements? Quels sont les mécanismes en jeu? Anaïs, je crois que vous aviez commencé à évoquer un petit peu ce sujet avec des études qui confirmaient les tendances de prise de conscience des enjeux environnementaux. Oui, alors pour l'instant, les études sont en cours, les résultats ne sont pas encore sortis, on les aura que fin juin, début juillet, donc ça ne tombe pas très bien sur le timing. Ça aurait été intéressant de pouvoir vous donner plus d'éléments là. Après, ce qu'on peut dire, c'est vrai que l'épisode qu'on a vécu et qu'on vit encore est vraiment inédit, et donc ce type de crise permet évidemment de réfléchir à ces nouvelles, à la société qu'on a envie, au mode de vie qu'on a envie. Enfin, ça permet de se questionner un peu sur ces comportements et sur ces modes de vie. Et puis, nous incite à changer nos habitudes de fait en faisant plus de télétravail, en prenant plutôt le vélo que les transports en commun, etc. Donc, comme les grèves qu'on a connues il y a quelques mois, qui permettaient aussi, si on parle encore de mobilité, de tester d'autres modes de transport, que ce soit le vélo, le covoiturage, etc. C'est finalement des moments de rupture dans ces modes de vie, dans ces habitudes, qui font qu'on va forcément re-questionner un peu son mode de vie et ses pratiques, et qu'on va avoir peut-être l'opportunité d'expérimenter autre chose. Après, encore faut-il que l'expérimentation ait été positive, sinon on va avoir l'effet inverse. Si pendant les grèves où là on a pris le vélo et que ça a été une expérience traumatisante, ou en tout cas que ça a été très mal vécu, on peut se dire que plus jamais on ressortira. Il faut évidemment que l'expérience soit positive. Le télétravail, c'est pareil, certains ont certainement dû y trouver beaucoup d'avantages, et puis pour d'autres, ça a été beaucoup trop lourd, trop pesant. Donc est-ce que c'est une pratique qui va vraiment se poursuivre? Voilà, ça sera intéressant d'avoir des chiffres justement pour voir les proportions de personnes qui continuent ces nouvelles pratiques, que ce soit aussi l'accès à des commerces de proximité ou l'achat directement aux producteurs. Enfin, il y a plein de nouvelles pratiques qui ont émergé qui ont pu émerger pendant cette crise-là, et ça sera intéressant de voir si elles vont perdurer dans le temps, ou si finalement, en revenant à un contexte plus normal, les habitudes vont revenir comme avant. En tout cas, c'est l'occasion de tester autre chose. D'accord. Diane Roubert, est-ce que le Covid-19 peut être assimilé à un nudge? Non, ce n'est pas un nudge. Non, dans le cadre du Covid, moi, par exemple, on m'a sollicité plutôt sur le retour au travail, alors, parce que c'est plus mon domaine de compétences, l'entreprise, mais et surtout sur comment on fait en fait que les gens retournent au travail en ayant, à la fois en réussissant à respecter les gestes de distanciation, en ayant les comportements en fait adéquats, et sans pour autant être dans un contexte hyper anxiogène, comme on peut le voir malheureusement déjà dans certaines entreprises qui ont rouvert leurs portes carrément avec des vigiles à tous les étages pour s'assurer que vous mettez bien du gel hydroalcoolique à la sortie de l'ascenseur, etc. Donc des choses qui peuvent vraiment induire une ambiance hyper anxiogène, alors que le retour dans les lieux de l'entreprise, en général, est surtout motivé pour recréer du lien, de la convivialité entre les salariés.
Donc voilà, le nudge peut servir justement à comment je fais en sorte de faire, enfin comment je fais pour que la personne ait envie entre guillemets de se mettre du gel hydroalcoolique. Comment ça peut être fait de façon beaucoup plus soft, sans en arriver à voilà, mettre un vigile à la sortie de l'ascenseur. J'ai entendu d'autres entreprises où en fait ils ont créé en fait un sens de la circulation de sorte que les gens ne peuvent plus se croiser. Donc pareil, pour moi c'est assez contre-productif quand on sait que la vocation de l'entreprise c'est que les gens justement échangent. Donc le nudge peut avoir du sens par exemple là-dedans, c'est-à-dire créer les comportements qu'on attend, mais voilà avec douceur et en suscitant l'envie de plutôt qu'en faisant peur. D'accord. Alors, une question sur la réglementation, l'interdiction, la contrainte. On a entendu dans vos propos que c'était presque quelque chose que vous jugiez moins efficace que l'accompagnement ou que l'envie. Mais est-ce que dans certains cas, ça donne des résultats? Est-ce que vous identifiez des situations où la réglementation est plus pertinente, d'autres où le nudge ou d'autres dispositifs sont plus pertinents? Alors, juste, moi, j'ai peut-être mal me faire comprendre. Évidemment, le fait d'interdire quelque chose, c'est hyper efficace. Hein. On est d'accord qu'il n'y a pas plus efficace. Et typiquement, dans les usages du quotidien, on interdit les pailles, on interdit les cotons-tiges et on interdit les couverts en plastique. Là, c'est sûr, c'est la meilleure façon de ne plus en voir. Donc, en fait, au niveau du nudge, on va plutôt intervenir sur des sujets sur lesquels, justement, il n'y a pas eu d'interdiction, soit parce qu'on ne souhaite pas, en fait, limiter le choix. Donc, on souhaite en fait que l'usager continue à avoir le choix entre plusieurs options et le diriger vers la bonne option, ou bien parce que le gouvernement n'a toujours pas légiféré, peut-être qu'il le fera un jour, et qu'en attendant, en fait, il faut trouver d'autres solutions. Mais je suis d'accord qu'il n'y a rien de tel que d'interdire les cotons-tiges pour être sûr de ne plus en voir, quoi. Alors oui, pour compléter, moi aussi je me suis peut-être mal exprimée là-dessus, mais la contrainte, elle est indispensable. C'est vraiment une combinaison de leviers qu'il faut mettre en place. Et pour rester dans le domaine de la voiture, on aura beau développer des offres, communiquer, faire toutes les démarches d'accompagnement qu'on veut. Tant que l'usage de la voiture sera facilité et qu'on trouvera des places de stationnement, qu'il n'y aura pas de contraintes particulières sur la voiture, on continuera à prendre sa voiture. Donc, vraiment, là, c'est vraiment... disons que si on mettait que de la contrainte, pour le coup, ça passerait assez mal, je pense. Et donc, il y a besoin d'avoir d'autres leviers autour. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que la contrainte, ça va être, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un facteur externe, donc qui va avoir un impact puissant à un moment donné, le temps qu'il y a la contrainte. Mais si on enlève la contrainte, les pratiques risquent de revenir parce qu'on n'est pas dans une motivation intrinsèque à la personne. Donc il faut, en fait, tous ces leviers autres peuvent permettre d'amener les gens, enfin d'accompagnement peuvent permettre d'amener les gens à trouver leur propre motivation et à donner du sens à ces changements de comportement pour que le changement soit pérenne. Mais c'est en complément d'un système de contraintes aussi qui va orienter les pratiques à un moment donné. D'accord. Alors, une question au niveau individuel. Les personnes qui se sont engagées un petit peu dans la transition sont parfois un petit peu aimeraient entraîner leurs amis, leur famille, etc. dans leur direction, mais elles peinent à le faire. On a une question sur comment convaincre des non-convaincus en fait de changer leur comportement. Donc là, on a beaucoup parlé des entreprises, des collectivités qui pouvaient mettre en place des dispositifs. Qu'est-ce qu'un individu, un particulier, peut mettre en place? Alors moi je dirais, je sais pas si je commence, je dirais que c'est important de pouvoir montrer l'exemple, montrer qu'on peut le faire, montrer que c'est possible, montrer les bénéfices. Donc c'est
communiquer sur les bienfaits de cette pratique-là. Il y a des engagements qui peuvent être faits aussi dans les réseaux, dans des collectifs pour embarquer des gens. Par rapport au dispositif, on prend souvent le terme d'ambassadeur. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a embarqué des gens à changer les comportements, c'est intéressant finalement de leur donner ce rôle d'ambassadeurs pour qu'eux puissent trouver un sens aussi à perdurer leur pratique et qu'ils puissent diffuser aussi petit à petit autour d'eux la pratique. Et c'est vrai que dans ces démarches-là, on se rend compte que souvent, on évalue que l'impact sur l'individu qui a participé, mais on ne prend pas forcément en compte justement l'impact indirect. En fait, rien que de fait d'en parler autour de soi, ça suscite de l'intérêt, ça pousse les personnes de son entourage à tester aussi, et il y a vraiment un effet qui se démultiplie par effet bouche à oreille, quoi. Après, juste pour pas trop prendre la parole, mais on a financé une recherche qui s'appelle Transfert, qui vise à analyser les transferts de pratiques entre le domicile et le travail ou inversement, et qui se centre sur ce rôle qu'ils ont appelé de transféreurs. Donc c'est des personnes justement qui, au sein d'une entreprise ou chez eux, qui essayent d'embarquer des gens avec eux. Et donc c'est des résultats qui seront diffusés autour d'un webinaire le 10 juillet, je crois. Je pourrais diffuser l'invitation pour ceux que ça intéresse, parce que du coup ça peut vous intéresser, en tout cas personne qui a posé cette question, justement comment donner les moyens à ces transféreurs d'embarquer des gens autour d'eux. On mettra l'information en ligne sur notre site. Je peux compléter par rapport à nudge et au fait vraiment susciter l'envie de changer, parce que moi, je trouve que cette question elle est difficile parce que j'ai été très souvent personnellement confrontée à ça. C'est-à-dire comment on emmène des gens avec nous dans notre démarche de développement durable, sans les culpabiliser et sans leur envoyer l'image de toi, tu n'agis pas correctement et tu ne contribues pas à sauver la planète. Donc ça, c'est quand même c'est assez difficile à accepter pour la personne à qui on parle. Donc je pense que vraiment l'idée de susciter l'envie de changer, c'est hyper important. En fonction de la personne qu'on a en face de soi, pour prendre les exemples d'Anaïs, ce sera beaucoup plus facile sur quelqu'un qui est sportif de dire mais prends ton vélo, c'est vraiment faire une période de temps de bosser en vélo et d'essayer de le convaincre d'abandonner la voiture. Une personne qui aime cuisiner, lui dire achète bio, local, de saison, etc. Enfin, de faire en sorte d'avoir un discours un petit peu adapté et d'être vraiment dans l'idée de susciter l'envie plutôt que de culpabiliser les gens, quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que les gens se ferment énormément. Moi, je trouve ça. Mais il ne faut pas essayer de convaincre, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Faut donner envie. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Chercher à convaincre, ça ne marche jamais. Vraiment, au contraire, ça risque même de braquer les gens autour de soi, quoi. D'accord. Une question un petit peu un prolongement de la précédente. Nos actions individuelles semblent dérisoires par rapport à la crise écologique. Comment ne pas sombrer dans le négativisme suite à ce constat, et puis comment répondre aux personnes qui soutiennent que nos actions individuelles ne seront jamais suffisantes pour faire changer les choses? Alors, justement, moi je pense que quand on parle, alors pour en revenir à l'idée du nudge, quand on parle de susciter l'envie, en fait on parle de susciter l'envie massivement, c'est-à-dire qu'un nudge isolé, comme on l'a montré, une poubelle, etc., c'est un cas isolé. Maintenant, si on imagine par exemple que ce dispositif il est démultiplié au niveau du territoire, en fait on va amener les gens de façon massive à modifier leur comportement, qu'ils en aient conscience ou pas. D'ailleurs, parfois c'est un petit peu inconscient, ça va être sur des gestes spontanés. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire comment on fait en sorte de susciter massivement l'envie de changer. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un prisme, c'est vraiment un état d'esprit. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de startups, notamment, qui font des choses géniales pour proposer une autre façon de consommer, proposer des alternatives justement qui sont désirables. En fait, je pense que c'est vraiment ça le sujet, c'est d'avoir un comportement éco-responsable. Pendant longtemps, on a pensé que ça voulait dire des privations, ça voulait dire moins de confort, etc. Or, je pense qu'on est dans une société où les gens sont tellement habitués justement à un certain confort. Vous faites une course sur Amazon, 24 heures après, c'est livré. Donc maintenant, on ne tolère plus qu'une livraison mette 48 heures parce que c'est 24 heures en fait. Et tout est comme ça. Donc on s'est tellement habitué à ça qu'on ne peut pas en fait
juste dire aux gens, bah, en fait, à partir de maintenant, les livraisons, c'est 3 semaines. En fait, ça ne marche pas. Donc, il faut proposer d'autres alternatives qui soient des alternatives désirables et qui suscitent vraiment l'envie. Et moi, là où je suis finalement assez optimiste, parce que je connais bien cet univers-là, c'est que je trouve qu'il y a vraiment plein de jeunes, notamment, et pas que, mais plein de startups et de boîtes qui sont en train de fleurir partout. Alors, on ne les connaît pas encore toutes, mais de plus en plus, elles commencent voilà, à émerger et qui proposent des solutions alternatives désirables et qui permettent voilà, d'imaginer une façon de vivre autrement. Je pense notamment, par exemple, à des marques de cosmétiques qui proposent des shampoings, des savons, des crèmes, etc., sans emballage, sous forme de barre, donc la barre de savon qu'on connaît, voilà, et qui ont une com hyper sympa, qui donne vraiment envie d'acheter les produits, etc. Donc, on n'est plus dans soit tu te laves les cheveux au savon de Marseille et puis en fait, tu as les cheveux qui vont tomber tellement ils sont secs, soit tu pars chez L'Oréal pour passer. On a vraiment des alternatives sympas qui sont en train d'émerger et moi, je pense qu'une des solutions, elle est là-dedans. D'accord. Donc, un message assez optimiste. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement, c'est long, c'est sûr, c'est un processus long, mais il y a quand même un vrai mouvement collectif qui s'est engagé, et puis c'est plus les gens seront nombreux, plus on sera nombreux à avoir des gestes plus écologiques, plus on embarquera des gens autour de soi, et ça va prendre petit à petit. Donc je pense pas qu'il faut être vraiment négatif. Il y a quand même des choses qui bougent dans la société et de plus en plus, quoi. On commence à voir quand même des choses. D'accord. D'ici quelques minutes, on va arriver à la fin de notre conférence. Donc, j'invite les personnes qui nous suivent à poser leurs questions via le chat ou par mail à mathilde@gsa05.fr. Et puis, nous prendrons ces questions et puis nous pourrons clôturer. Une question, on revient sur la crise du Covid. Le confinement et nudge. Voilà, c'est la thématique de la question. Est-ce qu'il y avait quelque chose à imaginer comparé à la stratégie de la peur généralisée? C'est ce qui est écrit. Je serais un peu présomptueuse de dire qu'en effet, le nudge aurait été mieux que le confinement. Maintenant, si on avait eu le temps le gouvernement avait eu le temps de consulter en effet les nudge units avec lesquels il travaille et qu'on avait eu le temps de préparer les choses, probablement qu'il y avait des solutions peut-être plus, moins radicales à mettre en place, et probablement que le nudge en fait partie parce que justement, voilà, on est toujours dans induire des comportements, mais de façon massive, on s'adresse vraiment à la majorité, donc ça aurait pu être envisageable, mais il aurait fallu pour ça avoir un petit peu de temps pour se retourner, réfléchir et trouver les bons nudges, parce qu'un nudge, malheureusement, en général, il faut le tester quand même, donc il y a toujours un avant, pendant, après, donc c'est vrai que comme ça, un nudge en quelques jours, comme il aurait fallu le faire, je pense pas que ça aurait été possible, mais voilà, par contre, en effet, sur du plus long terme, si jamais des épisodes comme celui-ci devaient se répéter, je pense que le confinement, c'est un peu traumatisé tout le monde. Donc, ce serait pertinent d'avoir des gouvernements, de se rapprocher des nudge units et de réfléchir à justement comment on fait la prochaine fois que ça nous arrive pour anticiper, avoir des nudges un peu très d'avance, pour qu'on aura eu le temps de tester préalablement. Est-ce que vous avez des pistes à nous confier? Des choses un peu basiques qu'on voit à droite à gauche, mais par exemple pour éviter que les gens se croisent, en effet, ça c'est un nudge que j'ai pas encore vu, mais moi qui me paraît très évident, c'est d'avoir par exemple dans la rue un sens de la circulation pour les voitures, par exemple le trottoir de droite, marcher à droite comme on conduit à droite, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est des choses qui pourraient être hyper facilement mises en place et qui permettraient d'éviter de se croiser. Si tant est qu'en effet, le simple fait de croiser quelqu'un suffise à contacter le virus. A priori, on n'est plus si sûr que ça. Mais voilà, donc il y a des choses qui peuvent être vraiment très visuelles, hyper faciles à mettre en place et qui permettraient en effet de préserver en fait, une certaine distanciation et faire en sorte que les gens ne se croisent finalement pas tant. Voilà. Mais donc, oui, il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place. Je vois dans les écoles, ils ont un peu, j'imagine que c'est un peu du nudge quand ils font des sens de circulation justement ou qui mettent des dessins dans la cour pour qu'il y ait des distances suffisantes entre les enfants. J'ai entendu dire aussi qu'il y en avait qui avaient fait des espèces de combinaisons un peu robe de princesse ou de mariée pour créer une distance
d'un mètre avec les autres copains. Enfin, j'imagine que tout ça, ça rentre un peu dedans aussi. Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans les écoles, je ne sais pas, dans d'autres... Il y a des pays qui ont été... alors, c'est souvent les pays du nord de l'Europe. Moi, il y a un nudge... Ils n'ont pas appelé ça nudger, mais moi, je l'appelle nudge parce que je trouve ça trop drôle. C'est la Suède, encore une fois. Et en fait, en Suède, il est... une fois les beaux jours arrivent, tout le monde sort de chez soi, ils ont tous été évidemment enfermés avec le froid, et puis tout le monde est dans les parcs, sur les terrasses, etc., début mars. Et donc là, les Suédois ont eu quand même peur que les gens se ruent dans les parcs. Et du coup, en fait, ils ont recouvert les pelouses dans les parcs de fientes de poulet. Alors, je suis désolée, c'est pas très chic, mais parce qu'apparemment, la fiente de poulet est un super engrais, mais apparemment hyper malodorant. Je crois que c'est épouvantable l'odeur. Donc, en fait, plutôt que de barricader avec des grands machins rouges et blancs en disant interdiction d'entrée, ils ont fertilisé avec un fertilisant qui était épouvantable à l'odeur, et les gens, du coup, n'ont pas été dans les parcs. Donc, voilà, ça, c'est un peu un nudge. C'est pas le plus drôle, mais c'est super efficace et on n'est pas dans la crainte. D'accord. Eh ben, merci. Écoutez, je vous propose de conclure à l'évocation de ce nudge en Suède. Alors, merci beaucoup à vous deux. Un petit mot pour indiquer qu'on avait annoncé Nicolas Fieulen, chercheur en psychologie sociale et enseignant à l'ENA, qui n'a pas pu participer pour des raisons de santé, malheureusement. Quelques mots, donc c'est la dernière conférence de ce cycle, quelques mots sur la rentrée. On avait imaginé travailler, développer un cycle sur le cerveau, pour cerveau et apprentissage, pour le septembre à juin prochain. Évidemment, le Covid, etc., a rebattu un petit peu l'écart. Donc, on est en train de réfléchir à développer quelque chose qui travaille un petit peu davantage sur ces questions-là. Peut-être sous la forme d'une exposition. Vous savez que chaque année, à Gap, on fait l'exposition au domaine de Charence. Là, on imagine que cette exposition va circuler un petit peu davantage dans le département des Hautes-Alpes. Et puis, on organisera aussi différentes manifestations, peut-être des conférences sur le sujet, peut-être physiquement, probablement en ligne. Voilà, c'est encore un petit peu, c'est en développement complètement chez nous aujourd'hui. Évidemment, vous aurez les informations sur le site de GSA 05, sur la page Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de GSA 05. Et puis, l'Assemblée générale aura lieu le vendredi 18 septembre. C'est un petit peu décalé, évidemment. Mais vous recevrez toutes les informations. Mesdames, je vous remercie. Merci à tous les auditeurs. Marie, je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, enfin oui, voilà. Merci à tous en tout cas, et puis à bientôt pour le prochain cycle de conférences. Merci. Au revoir. Au revoir.